Ce soir, pour moi, c'est une grande, grande, grande première. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais une ancienne ministre à MLK, j'aurais déjà douté. Et en fait, Madame Cécile Duflot, je ne la connaissais pas du tout. Mais j'avais à cœur ce soir de la faire venir parce qu'elle est la directrice d'une organisation humanitaire qui s'appelle Oxfam. Et Oxfam a été créée notamment par des Anglais à l'époque à Oxford pour lutter contre la famine. Et c'est une organisation qui, justement, choisit d'être attentive aux besoins de ceux qu'on n'entend pas. Donc je vous prie d'accueillir ce soir Madame Cécile Duflot. Merci beaucoup. Bonsoir. Tu es chez toi ici. Oh, j'ai dit tu, hein, j'ai dit tu. C'est bon. Oui, on peut dire tu, c'est pas un souci. Alors en même temps, tu as été députée du Val-de-Marne pendant longtemps. Non, j'étais députée de Paris. Mais j'étais élue à Villeneuve-Saint-Georges. C'est presque bon. D'accord, d'accord. Alors, ce soir, c'est une première pour toi aussi ? Ici ? Ouais. Ah oui. Ah bah non, c'est une deuxième parce que je suis venue déjeuner il y a avec 2 jours. Mukwege. Et j'ai découvert le lieu, mais avec vous tous, oui, c'est une première. Alors peut-être, qui connaît la ministre ? Qui la connaissait bien d'avant ? Je vais quand même lever les mains un petit peu pour voir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. C'est le moment humiliant. Hein. Et tu étais ministre il y a combien de temps ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. D'écologie et tu as toujours eu à cœur des valeurs humanistes. Oui, je suis une écologiste depuis 20 ans et aujourd'hui, je dirige une ONG qui s'appelle Oxfam France, mais qui est membre d'une confédération internationale qui est présente dans 90 pays dans le monde et dont la mission, c'est de lutter contre la pauvreté et contre les inégalités. Qu'est-ce qui t'a motivé à relever ce challenge, de dire je vais prendre cette ONG et je vais me battre, je vais devenir acteur, actrice de cette D'abord, ONG. je connaissais déjà le travail d'Oxfam et je trouve que il y a quelque chose de très enthousiasmant à avoir un combat partagé au niveau planétaire, parce que mes collègues qui sont dans tous ces pays du monde, on partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Et l'élément le plus important, c'est le refus de la fatalité. On pourrait se dire, voilà, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui meurent de faim. C'est comme ça, on n'y peut rien, etc. Je crois au contraire, et à Oxfam, nous croyons profondément que c'est pas du tout une fatalité, qu'on peut agir, qu'on peut faire changer les choses, et que c'est pour ça qu'on s'engage tous, chacun à notre place, mais aussi qu'on essaye de mobiliser ce qu'on appelle le pouvoir citoyen. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'il y a un pouvoir citoyen qui est entre les mains de chacune et chacun d'entre nous, qui peut contribuer à faire bouger les choses. Alors pour vous qui regardez cette vidéo, regardez, il y a un petit film qui est tourné par Oxfam et qui est très très bien. Ce film, justement, nous bouleverse parce qu'il nous prend aux tripes. Alors, vous l'avez créé comment ? On l'a fait nous-mêmes. L'idée, c'était qu'on puisse expliquer ce que c'était que l'engagement, ce que c'était cette volonté de lutter en faveur de l'égalité, contre la fatalité, de se dire qu'on pouvait le faire à différents endroits, de différentes manières, que chacun peut trouver son engagement au sein d'Oxfam, mais qu'on partage ces mêmes valeurs
depuis l'hémisphère nord jusqu'au sud de l'hémisphère sud. Donc on est tous ensemble dans ce combat contre la fatalité et pour le pouvoir d'agir. Voilà, pour le pouvoir de peser sur les événements, de convaincre les décideurs, de pouvoir agir aussi au plus près des personnes qui sont les plus vulnérables, celles qui sont victimes de catastrophes naturelles, celles qui sont prises dans les conflits, mais aussi dans nos pays comme la France ou ailleurs, de se dire que les inégalités s'accroissent et que c'est qu'une décision politique ou une absence de décision qui peut faire changer cette situation. Alors là, le public, il est très jeune, parce que l'église MLK en général, c'est vrai, très très jeune. Peut-être toi qui regardes en ligne, tu vas dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes ici, mais alors j'ai dit tu au début, je vais rester sur le tu, mais quand tu avais, je sais pas, 17 ans, 18 ans, tu avais déjà ce rêve de dire, un jour, je me battrai contre cette fatalité. Ça va chercher où chez toi en fait? Alors moi je pense que, là je parle à titre très personnel, parce que Oxfam c'est une organisation qui est non confessionnelle et non partisane, c'est-à-dire qu'on n'est pas engagé. J'ai été moi une femme politique autrefois, mais Oxfam, et je ne le suis plus du tout, et Oxfam est une organisation où il y a des gens qui viennent de plein de familles politiques ou pas, et il y a des gens qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, ou qui sont dans toutes les religieux qu'on puisse imaginer. Il y a des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, voilà. etc. Et les valeurs qui nous rassemblent, c'est aussi celles qui respectent les différences. On respecte les gens tels qu'ils sont. Tout le monde a sa place au sein. Mais quand tu étais jeune, tu avais déjà ça ou pas? Mon chemin à moi, c'est un chemin d'engagement assez jeune. D'abord autour des questions d'écologie, mais aussi de droits humains. Parce que c'est drôle, j'ai été élevée avec des livres qui racontaient la vie d'un certain nombre de personnalités, dont Gandhi, dont Martin Luther King. Et ça m'a toujours inspirée et donné envie. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'il y a quelque chose de plus intéressant dans la vie que d'être juste concentré sur sa propre vie. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne envie. Ensuite, et là ça m'est aussi très personnel, moi j'ai eu une éducation catholique et j'ai lu l'évangile. Pendant très longtemps j'étais très éloignée de la religion, mais je suis obligée de constater avec le temps qui passe que ça a vertébré une partie de mes convictions. Mais chacun fait ce chemin de l'engagement au sein d'Oxfam avec plein de raisons, plein de diversité. Il y a des gens qui par exemple, on a un très grand engagement dans la lutte contre le changement climatique, et je vois bien qu'il y a des gens qui se sont posés des questions, qui s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, qui n'étaient pas du tout partis sur ce chemin. Tout à l'heure, tu as fait une blague sur le fait que j'allais censurer les gens qui prennent l'avion. Non, le sujet, c'est pas de changer chacun individuellement. Oui, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on change toute manière de produire l'agriculture, qu'il faut qu'on isole massivement les bâtiments. Enfin, il y a des choses à faire qui dépassent les choix individuels de chacun. Et ça, c'est important dans la prise de conscience des uns et des autres. Donc voilà, Oxfam, c'est des valeurs, celle de la lutte contre l'injustice. C'est des combats communs, mais c'est aussi celle de considérer que c'est un combat qui peut nous rassembler d'où qu'on vienne et quelles que soient nos origines géographiques, sociales, politiques, religieuses. Alors, dans Oxfam, il y a le mot famine à la base. Oui. La Corne de l'Afrique. C'est-à-dire, quels sont les pays dans lesquels vous êtes particulièrement investis aujourd'hui? Alors nous, chez Oxfam, on essaye de parler de ce qu'on appelle les crises oubliées, c'est-à-dire ou des conflits oubliés, ce qui s'est passé au Yémen, ce qui se passe toujours d'ailleurs au Yémen, qui ne fait pas la une de l'actualité, mais qui continue à tuer des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a une des pires famines, c'est pas Oxfam qui le dit, c'est les plus hauts responsables de l'ONU, qui a lieu dans la Corne de l'Afrique. C'est des pays où il y a une personne qui meurt de faim toutes les 28 secondes. Toutes les 28 secondes. Wow. Et là aussi, un des éléments qui à la fois donne de l'espoir, de l'énergie, mais aussi un peu de colère, il faut bien le reconnaître, c'est qu'on pourrait se dire, c'est dommage, mais on n'a pas assez à manger pour tout le monde sur Terre. En fait, non. On produit, en gros, 1/3 de plus de nourriture que ce qu'on a besoin pour nourrir à sa faim toutes les personnes qui habitent sur Terre aujourd'hui. Donc on gaspille. Donc on gaspille, on répartit pas bien, et donc il y a des gens qui meurent de faim, et il y a des gens qui jettent des quantités astronomiques de nourriture ou de produits agricoles. Donc ça, quand je disais tout à l'heure, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas comme ça. On peut faire autrement. C'est ce qui nous a décidé à faire parler le plus possible de ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, de ce qui se passe au Sahel.
parce que c'est totalement inacceptable, et c'est doublement inacceptable parce qu'une partie de la raison de cette situation, c'est la sécheresse. 2022, c'est une des pires sécheresses des 50 dernières années, mais c'est 5 années d'affilée de sécheresse très importante. Et la cause de ça, c'est le dérèglement climatique. On le sait maintenant, donc on a commencé à le voir à plein d'endroits, ici en Europe, avec les méga-feux qui ont eu lieu à côté de Bordeaux l'été dernier. On le voit avec la sécheresse qu'on connaît en ce moment, même si j'espère qu'au moment où on parle, il pleut. Et ben ça, c'est aussi le résultat de l'action humaine, ce qui veut dire qu'on peut aussi réparer. Il y a des catastrophes qu'on ne peut pas réparer. Si on avait fait exploser 5, 6, 10 bombes atomiques, bah, on serait un peu foutu. On n'a pas de planète de rechange. Et par ailleurs, on ne sait pas supprimer la radioactivité qui attaque le corps humain. En revanche, le dérèglement climatique, les scientifiques ont bien travaillé et ils ont donné le mode d'emploi de comment faire pour déjà éviter que ça se dégrade et surtout pour essayer d'y faire face. Alors c'est déjà un grand merci d'être là, parce que c'est d'habitude, honnêtement, dans les églises, alors je parle de moi, parce qu'après je ne suis peut-être pas représentatif de tout le monde, mais dans la plupart des églises protestantes de sensibilité évangélique, l'écologie n'a jamais été abordée. Vraiment, je le dis vraiment, très honnêtement. C'est vrai ? Ouais, vraiment, jamais, jamais. Il y a un label qui commence, qui est tout à fait nouveau, c'est Église verte, mais ça démarre. Donc, parce que globalement, le protestantisme de sensibilité évangélique, même le catholicisme peut-être un peu mieux, mais n'a pas assez focalisé sur le prendre soin de cette magnifique planète que Dieu nous a donnée. Donc, est-ce que je peux... Vas-y. En fait, je vais dire un truc important, c'est que le sujet, c'est pas vraiment de prendre soin de la planète, en l'occurrence. D'accord. C'est que la planète, elle a vécu sans les dinosaures, avec les dinosaures, ressent les dinosaures. Elle a vécu sans les humains. Mais elle a vécu des changements climatiques aussi. Là, elle vit avec les humains, oui, je vais y venir, et elle peut vivre sans les humains. Donc la planète, elle s'adapte. C'est notre humanité à nous qui a besoin d'un climat compatible avec notre espèce, tout simplement. Ouais. Et donc aujourd'hui, prendre soin de la biodiversité, prendre soin du climat, c'est prendre soin de l'humanité. Et je trouve ça toujours un peu curieux. Là, pour le coup, peut-être que c'est ma sensibilité historique. Je me dis quand même, si on veut prendre soin de son prochain, prendre soin de son prochain, et en particulier des plus petits, des enfants, c'est évidemment faire en sorte qu'on garde une planète habitable pour l'espèce humaine. Après, je nuancerai parce que, alors pour dire pourquoi je suis là, nous on va partout où on est invité, de manière très simple, et donc on a été invité. Alors après, on transporte avec nous, et je transporte avec moi les valeurs d'Oxfam, voilà, on peut avoir des discussions, des accords, mais nous on est très ouverts au dialogue avec qui que ce soit. Mais j'ai déjà été invitée chez les catholiques, et le pape François a écrit une encyclique qui s'appelle Laudato Si, justement sur ces questions-là. Et je veux le dire, c'est que même si on s'en préoccupe pas, même ceux qui disent je veux pas en entendre parler, même ceux qui disent ça m'intéresse pas, ou ça me fait peur, ou si ça se trouve c'est pas vrai, il y a déjà eu dans le passé le climat qui a changé, oui, mais pas sur ce laps de temps. C'est-à-dire que là ça va beaucoup trop vite. Donc les arbres n'arrivent pas à s'adapter, les insectes n'arrivent pas à s'adapter, et bientôt les humains n'arriveront pas à s'adapter. C'est ça le problème. Et donc je suis toujours étonnée de se dire on s'en préoccupe pas. Et je suis absolument certaine que si on s'en préoccupe pas, ce sera pire. C'est-à-dire que là, le choix qu'on a, c'est entre la grosse catastrophe ou limiter la catastrophe. En gros, est-ce qu'on fonce tout droit dans le mur, ou est-ce qu'on essaye de tourner le volant pour prendre le choc de biais ? Voilà. Et je suis désolée de le dire ça de façon un peu brutale, mais ça fait 20 ans que je suis écologiste. Il y a 20 ans, on disait « Ah non, mais vous essayez de faire peur aux gens, vous racontez n'importe quoi ». Maintenant, c'est sur notre nez. Et c'est documenté scientifiquement, c'est une réalité factuelle. Alors, justement, moi je bouge. C'est bien, c'est un petit pas. On n'est pas encore arrivé. Je suis en train de progresser, de prendre conscience de ces choses-là. Maintenant, parfois, et là, c'est pas tant à la directrice générale d'une ONG, mais c'est comment faire pour que ça soit à la fois une prise de conscience sans que ça soit dans la violence. Parce que souvent, quand même, et ça, c'est vraiment quelque chose... Et la culpabilisation, voilà, moi, en tant que pasteur Martin Luther King, voilà, je crois dans la non-violence. Et c'est toujours compliqué parce que, du coup, je dis mon expérience personnelle, c'est comme s'il n'y avait pas de caméra et tout ça, mais parfois la violence, c'est comme si l'écologie devenait presque une autre religion à part entière, avec des dogmes, avec des croyances, avec une violence aussi forte que la bêtise des guerres religieuses avant. Comment on peut construire un monde où on est à la fois
on arrête cette indifférence, prise de conscience, action, début d'action, mais bientôt grande action, et sans passer par le chemin d'une violence. Peut-être c'est les médias aussi qui nous... D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est déjà violent pour un certain nombre de personnes. Je parlais de ce qui se passe moi, je suis allée au Niger il n'y a pas longtemps. Et au Niger, il y a des gens qui cultivent avec des puits. Et il n'y a plus d'eau au fond des puits. Ils sont obligés de les creuser encore plus profond parce que les pompes ne sont pas assez puissantes. Parce que l'eau s'échappe. Parce que, par ailleurs, quand il n'y a pas cette sécheresse, il y a des énormes inondations. C'est ça le dérèglement climatique. C'est pas juste que ça se réchauffe un peu et qu'il fait un peu plus chaud. C'est que comme tout se bouleverse, il y a des énormes pluies, puis des énormes sécheresses. Il y a les deux. Et du coup, les deux sont dévastateurs. Et donc ça, c'est violent, en fait. C'est cette réalité-là qui est violente. Alors, est-ce qu'il y a eu des écologistes qui ont dit les choses de manière un peu brutale ? Ça, c'est vrai. Et pour le coup, je suis pas loin de penser, moi aussi, je trouve ça vraiment dur, que c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait, l'être humain est un peu spécial. Face aux grandes catastrophes, il a tendance à faire comme si ça n'existait pas. Et moi le premier. Sauf que, je le dis maintenant, c'est là, en fait. Et là où c'est intéressant, c'est que je pense que ça peut être un horizon positif. En fait, on l'a vécu pendant la pandémie de Covid. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pour la première fois dans l'histoire de l'espèce humaine, il y avait quelque chose qui nous touchait tous de la même manière. Un virus qui pouvait tous nous attaquer, où qu'on habite. C'est vrai. On a aussi vécu une expérience un peu similaire. On s'est retrouvés confinés. Les enfants n'ont plus le droit d'aller à l'école. À un moment, c'était dans 60% des écoles de la planète entière que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Oui. Eh bien, je pense que peut-être, à cet instant, on a commencé à avoir la conscience qu'on n'était pas seulement des Français, des Européens, des Congolais, des Haïtiens, mais des terriens, au sens où on est tous embarqués sur un vaisseau qui est dans l'espace. Et on n'a pas de plan B. En tout cas, les riches et les pauvres, tout le monde. Les blancs, les noirs, tout le monde a eu peur. Tout le monde. Et donc la question, c'est est-ce qu'on arrive, en tant qu'habitants de cette planète, à se dire, bon là, on a quand même un gros sujet, mais on peut y arriver. Parce que ce que disent les scientifiques, c'est à la fois que c'est très grave et potentiellement dangereux, mais aussi que c'est pas une fatalité de la même manière. C'est qu'on peut réparer. Donc il faudrait qu'on fasse un grand virage sur ce qu'on appelle la sobriété. Évidemment, ça veut dire pas consommer de la même manière, mais c'est possible. Et là où je te rejoins, c'est qu'il faudra le faire avec tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas convaincus jusqu'à aujourd'hui. Mais en revanche, même ceux qui ne sont pas convaincus, même ceux qui disent « je ne veux pas en entendre parler » ou « vous n'êtes pas sympas les écolos, vous êtes un peu brutaux », ils se mangeront comme tout le monde les conséquences. Et on est vraiment dans le même bateau. Et donc la question, c'est comment on réagit ensemble face à cette catastrophe. Déjà en étant le plus solidaire possible avec ceux qui sont déjà les victimes, et ensuite en essayant d'éviter de continuer à dégrader la situation. Moi, j'avais pas prévu de le faire et je le fais, mais je voudrais remercier Manuela et toute son équipe qui servent de banque alimentaire et qui servent tellement de personnes en grande difficulté, en grande précarité. Un grand merci à tous ceux qui travaillent pour MLK Solidarité. Vraiment que Dieu vous bénisse et ça c'est top. Je voudrais aussi le dire à tous ceux et celles qui travaillent dans des ONG. Peut-être il y a les Oxfam, mais il y a aussi pas mal d'autres ONG qui font ce travail de terrain en France et à l'étranger. C'est-à-dire qu'un jeune, il peut aussi faire des séjours à l'étranger dans des associations comme celle-là. Alors nous, souvent, en fait, on a des collègues qui sont dans les différents pays. Et oui, il y a des Oxfam dans ces pays-là. Ce n'est pas des Français ou des gens de France qui vont dans ces pays. Il y a des gens qui sont là-bas, mais il y a aussi des gens qui sont de différentes nationalités. Au Sénégal, au Niger, on a des collègues qui viennent d'un peu partout, comme en France, on peut avoir des collègues qui ne sont pas français. On a aujourd'hui une équipe de 50 personnes en France. Dans le monde entier, on est 10 000 salariés, presque 1 million de bénévoles. Et c'est... En fait, moi, je trouve que c'est bien aussi... Enfin, je voudrais dire l'inverse. C'est pas angoissant, je trouve, de faire face à cette réalité. Moi, ce qui m'angoisserait davantage, c'est de savoir que ça va arriver et de rien faire. Là, au moins, j'ai le sentiment qu'on essaye de faire bouger les choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette invitation. C'est que je pense que tout le monde est concerné. Et que tout le monde peut contribuer. Voilà, tout le monde peut contribuer à sa place en faisant preuve de solidarité. Alors, c'est évidemment avec des petites organisations locales, mais la solidarité et la lutte pour le climat, en fait, c'est un combat commun. C'est comme ça que Oxfam voit les choses. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on peut remercier Madame la directrice générale et ministre
Franchement, moi, ça a été une belle surprise. Je remercie aussi Camille, votre assistante, qui a permis qu'on soit en contact. Et puis donc, Oxfam, je ne connaissais pas, maintenant que je connais un peu mieux. Et merci pour votre travail, pour la Corne de l'Afrique. Et je voudrais dire que peut-être on va essayer d'être partenaire sur un projet. Est-ce que vous travaillez au Kenya? Oui, on travaille au Kenya. Le siège d'Oxfam International est au Kenya. Eh ben, moi, j'aimerais bien que MLK travaille au Kenya. On est en train de créer une fondation Martin Luther King au Kenya. Et c'est très concret. Et donc, si on peut être en main d'associations... Nous, on travaille toujours avec des partenaires locaux. Voilà, parce que la famine est terrible dans le nord du Kenya et ça devient dur. Donc, Mais si vous voulez savoir ce qu'on fait, on a un site internet qui s'appelle oxfamfrance.org et qui renvoie vers tous les pays pour savoir ce qu'on fait dans chaque pays. Mais merci beaucoup de m'avoir permis de parler devant vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre. Au revoir. Au revoir.